La Fraîche Morning. La Fraîche Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très Et bien. à la forme? Oui, tranquille. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? Ce matin, nous allons nous intéresser au nouveau gouvernement français qui a été présenté officiellement hier et dont le premier conseil des ministres s'est tenu également dans la foulée de l'après-midi d'hier. Ce qui est intéressant ici, c'est non seulement dans un premier temps la personnalité qui a été choisie par Emmanuel Macron pour remplacer Édouard Philippe, qui avait déposé sa démission le 3 juillet dernier, démission qui avait été acceptée et donc celui-ci n'a pas été renouvelé dans ses fonctions. Il ne faut pas oublier que depuis le 17 mai 2017, Édouard Philippe occupait donc le poste de Premier ministre, chef de gouvernement. Alors, donc, il a été remplacé par Jean Castex. C'est une personnalité qui n'est pas connue du grand public puisque ce n'est pas une personnalité publique politique en tant que telle. Il n'a jamais occupé la moindre fonction politique, même s'il est l'élu d'une petite ville du Val d'Oise, c'est au nord-est de la France. Mais en dehors de cela, sur le plan politique, il n'a ni occupé une fonction élective, ni une fonction politique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les hommes politiques le connaissent très bien. Parce que, en l'occurrence ici, c'est celui qui était chargé de la mise en œuvre du confinement en France, dès lors que la pandémie s'est installée sur le territoire. Donc, on avait tendance à beaucoup voir sur les médias le professeur Jérôme Salomon, qui est le directeur général de la santé, qui est aussi un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, mais celui qui chapeautait sur le plan social, économique et autres, et financier, si tu veux, le confinement en France, c'était cette personne l'agent Castex. Donc, qui travaillait, c'était un collaborateur direct d'Édouard Philippe. Et donc, c'est une personnalité que Emmanuel Macron connaît très bien. Alors, des premières réactions qu'on a pu lire sur certains journaux en France, tous ont salué unanimement les qualités de l'homme. C'est vraiment un technocrate, semble-t-il, quelqu'un d'extrêmement compétent et qui connaît parfaitement les dossiers. Maintenant, évidemment, le bémol ici, c'est que le Premier ministre, c'est un ministre et donc c'est un homme politique. Donc, le fait d'aller choisir pour la première fois, enfin pas pour la première fois, quand même aller prendre quelqu'un qui n'a pas un véritable passé d'homme politique, même si c'est quelqu'un qui connaît très bien les réseaux du pouvoir, cela pose un peu un problème parce que ça enlève de moins en moins à la fonction, si tu veux, la qualité aussi qui est primordiale pour l'occuper, c'est d'être d'abord un homme politique. L'homme politique, c'est celui qui est à la fois le technocrate, qui connaît les arcanes du pouvoir, mais celui aussi qui connaît comment être en relation avec les élus, comment sentir le pouls de la population et comment essayer de comprendre et de cerner et de répondre rapidement aux attentes de ces populations-là, parce que derrière, évidemment, il y a l'objectif de maintenir la confiance de ces populations-là pour garder en quelque sorte le pouvoir via les élections, qu'elles soient locales ou nationales. Donc c'est cela. Donc le Premier ministre, qui doit aussi normalement être un homme politique parce qu'il doit avoir la même vision que le chef de l'État et c'est lui qui va mettre en orchestre justement la vision du chef de l'État pour lui permettre de garder la confiance des électeurs et de remporter de nouveaux scrutins. Bon, mais là, en l'occurrence, Emmanuel Macron a choisi une autre stratégie, il a plutôt choisi la fidélité et surtout, il a choisi quelqu'un qui ne pourrait plus lui faire ombrage en termes de popularité, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Édouard Philippe était sur le plan des sondages quelqu'un qui menaçait quand même un peu l'image d'Emmanuel Macron, puisque ces 5 dernières semaines, il a toujours caracolé en tête des intentions de vote des Français. Et de plus, Édouard Philippe bénéficiait d'un très large soutien des élus de la République En Marche. Et donc, malgré cela, Emmanuel Macron a quand même convenu de se séparer de ce Premier ministre-là parce qu'il faut préparer évidemment les élections de 2022. Il ne faut pas oublier que les élections, ça se prépare maintenant. Et Édouard Philippe, en tant que Premier ministre dont la popularité semblait se maintenir au-dessus de celle du président de la République, ça ne sonnait pas bien. Et d'autant plus que ce confinement-là a aussi révélé un certain nombre de choses. La première, c'est que
il commençait à y avoir de sérieuses divergences entre le Premier ministre, entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe sur la gestion de cette pandémie-là, notamment sur la phase du déconfinement. C'est la raison pour laquelle on avait eu parfois l'impression d'entendre un peu tout et son contraire concernant la manière dont ce déconfinement-là devait être géré. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y avait des réformes extrêmement importantes initiées par Emmanuel Macron et pour lesquelles, évidemment, il n'avait pas totalement l'assentiment de son Premier ministre de l'époque. C'est le cas par exemple sur la réforme des retraites où évidemment même si les deux étaient d'accord sur le fait qu'il fallait réformer le système de retraite français, mais Édouard Philippe n'a jamais véritablement montré, en tout cas en off, pas de manière, pas en public, mais il semblerait, selon certaines indiscrétions, qu'il n'était pas particulièrement chaud pour défendre le projet de réforme de retraite par points, parce qu'il estimait que c'était une retraite qui allait plus mettre l'aspect sur le volet financier. Et si l'on mettait l'aspect sur le volet financier et que l'on voulait faire du système de retraite un système qui soit rentable et non plus un système qui soit équitable, eh ben, ce seraient les Français, notamment les Français les plus pauvres, qui en paieraient le prix fort. Alors, malheureusement, il n'avait pas été suivi dans cette logique-là par Emmanuel Macron, mais comme c'est un Premier ministre loyal, eh ben, il avait décidé de défendre, comme tout bon général, le projet qui lui avait été présenté par son supérieur. Et donc là, évidemment, ce sont des éléments qui, au fur et à mesure des semaines et des mois, ont mis une certaine distance entre Emmanuel Macron et son Premier ministre. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait plus confiance en lui, non, mais néanmoins, il commençait à sentir qu'il n'était plus véritablement l'homme qu'il lui fallait pour préparer justement les élections de 2022. Alors donc c'est une autre personnalité qui n'est pas au départ à la base une personnalité politique. C'est le premier poste de ministre que Jean Castex va occuper. Dans la foulée de d'hier, hein, il a présenté son gouvernement. Alors dans ce gouvernement-là, on s'attendait à de véritables remaniements, hein, au regard de la déculottée que la République En Marche avait pris lors des élections locales. Malheureusement, on a l'impression que c'est le changement dans la continuité, puisque sur les 30 postes de ministres délégués, secrétaires d'État, eh ben 22 étaient déjà là en fonction sous Édouard Philippe. Et donc, il y a eu quelques jeux de chaises musicales, mais véritablement les entrées notoires dans ce gouvernement-là, c'est l'entrée de Éric Dupond-Moretti, qui est avocat au barreau de Paris au poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux, et l'entrée de Roselyne Bachelot en tant que ministre de la Culture. Alors, Éric Dupond-Moretti, lui, c'est assez intéressant. C'est quelqu'un qui est très connu du paysage médiatique français, puisqu'il a défendu des Gabonais, entre autres, mais d'autres... Du paysage médiatique français et gabonais. Et Gabonais, oui. Parce c'est quelqu'un qui donne l'image d'être quelqu'un d'assez droit dans ses bottes, franc, qui ne mâche pas ses mots, et qui a surtout du mal à partir avec les magistrats français. Alors lui n'avait jamais caché son véritable dédain pour les magistrats français, qu'il accuse pour la plupart du temps de posséder trop de pouvoir et de mal utiliser ce pouvoir-là. Lui, Éric Dupond-Moretti, il est le partisan d'une justice à l'américaine, hein, avec dans le prétoire un parquet et une défense qui ont exactement les mêmes droits devant un juge. Mais ce n'est pas exactement comme ça que fonctionne le système français. Donc ça, il a toujours décrié, et c'est la raison pour laquelle il avait toujours eu mal à partir avec les magistrats français. Et c'est la raison pour laquelle un des plus grands syndicats de magistrats a même dit que cette nomination d'Éric Dupond-Moretti là, à la tête du ministère de la Justice, c'était une véritable déclaration de guerre que Emmanuel Macron faisait à l'endroit des magistrats. Alors pour ce qui concerne Roselyne Bachelot, c'est quelqu'un aussi qui est très connu des Français, parce qu'elle avait été ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy. Depuis ces dernières années, depuis qu'elle était partie de la politique, hein, à la suite de l'échec de Nicolas Sarkozy lors de l'élection
de 2012, elle s'était relancée dans les médias puisqu'elle était consultante dans de nombreuses émissions télé dans lesquelles elle donnait son appréciation de l'actualité politique française. Alors, lorsqu'on lui demandait il y a quelques mois même si elle accepterait de revenir au gouvernement, elle avait toujours refusé. Mais évidemment, ça a été une surprise pour l'ensemble des Français que d'apprendre que celle-ci revenait au gouvernement en tant que ministre de la Culture. Ça, ce sont les deux entrées notoires. Et puis les sorties notoires, c'est celle de Christophe Castaner. Avant de partir aux sorties Jean-Paul, oui. Dupond-Moretti, les Français ont vite fait de ressortir une vidéo de lui où il était à la télévision, il a dit qu'il ne rentrera jamais au gouvernement. Lui aussi, jamais. Exactement parce que ça devait être une folie de le lui proposer et qu'il n'accepterait jamais de toute façon. Exactement. Mais même au premier mandat, même au début c'est quoi, le quinquennat, hein, oui, le quinquennat de Macron, il y a beaucoup de gars qui étaient dans le gouvernement qui avaient dit qu'ils ne pouvaient jamais rentrer à côté de Macron. Mais Dupond-Moretti particulièrement, l'image que Jean-Paul présente... Il s'appelle comment? Édouard Philippe. Oui. Tu as vu ce qu'Édouard Philippe avait dit avant qu'il ne soit nommé Premier ministre? Oui, mais l'image que Jean-Paul présente de Dupond-Moretti, c'est vraiment toute l'image, tout ce que les gens pensent de lui, en fait. Voilà. Quelqu'un qui a, vous me passerez l'expression, un peu la grande gueule, qui est bien droit dans ses bottes, qui ne flanche sur rien du tout, qui est exempt de tout reproche. Donc, on aurait bien voulu qu'il garde sa logique jusqu'au bout. Voilà. Mais en tout cas, ce qui va être scruté vraiment jusqu'au moindre détail au cours de ces semaines et mois à venir, ce sera justement comment est-ce qu'il va gérer sa relation notamment avec les magistrats qui seront placés sous sa tutelle. Ça, c'est la première chose. Donc, je disais, la sortie notoire de ce gouvernement-là, c'est Christophe Castaner. L'ancien ministre de l'Intérieur avait été lâché depuis de nombreux mois, notamment par la police. Les policiers lui avaient reproché une espèce d'abandon, notamment sur l'affaire Adama Traoré, hein, vous vous rappelez, qui avait été cette affaire de ce noir-là qui avait trouvé la mort au cours d'une interpellation dans une ville de banlieue parisienne et dont l'affaire avait été réactivée à la suite de l'affaire George Floyd aux États-Unis. Christophe Castaner avait donc pris un arrêté interdisant l'utilisation des techniques d'étranglement et de plaquage au sol désormais lors des interpellations. Et il y avait aussi l'affaire de racisme au sein de la police où un groupe WhatsApp avait été mis au grand jour à l'intérieur duquel Arte avait fait un documentaire dessus. Voilà, à l'intérieur duquel on trouvait des gendarmes qui tenaient des propos particulièrement haineux envers les Noirs. Et donc, Christophe Castaner avait dit que effectivement la police française était raciste et qu'il fallait lutter contre ce phénomène-là. Ce qui avait entraîné l'ire des policiers français qui disaient qu'ils reconnaissaient que dans leur sein, il y avait effectivement des racistes. Et ce forum WhatsApp-là en était la preuve. Mais en aucun cas, l'institution qui est une institution républicaine ne pouvait être considérée comme étant raciste. Et donc, ces deux choses-là, ces deux éléments-là, avaient profondément choqué les policiers et avaient entraîné une espèce de rupture de discussion envers Christophe Castaner, qui n'était plus l'homme en lequel ils avaient confiance. Et donc, c'est la raison pour laquelle, depuis, même lors de ces élections, lors de cette campagne pour les élections municipales, on avait vu pour la première fois des policiers français manifester régulièrement. Tous les soirs, ils se retrouvaient dans un lieu et puis ils s'alignaient et déposaient symboliquement leurs badges, leurs armes et leurs menottes sur le sol. Et donc, tous les syndicats de police étaient unanimes. Ils ne voulaient plus de Christophe Castaner. Ce dernier avait beau essayer par la suite de rattraper ses erreurs, mais cela, semble-t-il, n'avait pas suffi aux syndicats de policiers. Et donc, Emmanuel Macron a donc décidé de le changer et il a donc voulu pour cela choisir Gérard Darmanin qui était l'ancien ministre du budget et des comptes publics. Celui-ci gagne un peu en galon puisqu'il devient la suite de ce remaniement et le fait qu'il devienne ministre de l'Intérieur, il gagne aussi en galon puisqu'il devient la deuxième personnalité de ce gouvernement-là à 37 ans, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est la preuve qu'il a de plus en plus la confiance d'Emmanuel Macron. Il avait déjà aussi la confiance d'Édouard Philippe et c'est quelqu'un aussi que l'on sait qui est très proche
de Xavier Bertrand, qui est le président de la région Hauts-de-Seine et qui est également très proche de Nicolas Sarkozy. Et il ne faut pas l'oublier, Édouard Philippe avait dîné avec Nicolas Sarkozy quelques jours avant le deuxième tour de l'élection municipale. Et donc, peut-être que ce passage-là du ministère des Comptes publics à celui de l'Intérieur, place Beauvau, aurait certainement il y a certainement une influence et il y a certainement un lien de cause à effet, en fait, ce que je veux dire. Mais grosso modo, une autre entrée aussi, c'est celle d'Elisabeth Moreno qui entre au ministère de l'égalité des chances, le ministère de la parité homme-femme et de l'égalité des chances. Par contre, il y a aussi l'autre sortie, j'allais y venir, c'est celle de Sidette Ndiaye, qui était ministre porte-parole du gouvernement. Pour le moment, il n'y a pas eu de décision officielle pour savoir où est-ce qu'elle irait, mais très certainement elle retournerait à l'Élysée, parce que c'est une très proche du couple Macron, pas seulement d'Emmanuel Macron, mais aussi de Brigitte Macron, parce qu'elle était l'une des toutes premières à s'allier, à rallier Emmanuel Macron lorsque celui-ci avait mis en place son projet de conquête du pouvoir. C'est quelqu'un qui connaît Emmanuel Macron depuis qu'il était ministre de l'économie, à l'époque, sous François Hollande. Et donc, c'est quelqu'un qui bénéficie d'une très grande confiance de la part du couple Macron, de Emmanuel et de son épouse, et des proches également. Et je pense que sa sortie du gouvernement n'est pas en soi un licenciement, mais c'était beaucoup plus, selon certaines indiscrétions, une volonté de sa part de se mettre un peu en marge peut-être de cette fonction-là qui était un peu trop médiatique et un peu trop exposante, alors qu'elle était beaucoup plus habituée à occuper des rôles un peu plus discrets. Donc son efficacité ne serait que plus grande. Donc ça, c'est véritablement les mouvements d'entrée et de sortie qui ont retenu l'attention de la plupart des Français. Mais en gros, il faut bien comprendre que c'est un gouvernement de combat pour faire face déjà dans l'urgence aux crises sanitaires, économiques et sociales qui sont liées à la pandémie de la Covid-19 et aussi à la crise économique qui était déjà là avant l'arrivée de la pandémie de la Covid-19. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, les mouvements des Gilets jaunes, c'était des mouvements qui avaient eu lieu bien avant l'arrivée de la pandémie de la Covid-19. Donc, c'est un gouvernement qui est là pour faire face à cette crise-là, d'une part, et surtout, il ne faut pas l'oublier, pour essayer d'assurer la réélection d'Emmanuel Macron en 2022. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour l'actualité internationale. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Stop Fresh Morning.